Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Mais ce que Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Nouveau bilan aujourd'hui. Et pour ce faire, je suis accompagné déjà par Doug. Salut Doug, comment tu vas ? Salut l'équipe, salut tout le monde. Écoute, ravi d'être là et de parler de la plus belle franchise de NFL avec le taux d'imposition le meilleur aussi. Donc voilà, c'est génial. Tu rends ta casquette d'invite de présentateur et tu prends la casquette des Buccaneers cette fois. Ah là, la groupie, la pire que quand je suis avec Victor Roulier. Ah ouais, carrément. C'est dire. Et aujourd'hui, on va être accompagné par Valentin de Bucks France. Salut Valentin, comment tu vas ? Salut Alex, salut Doug, merci pour l'invitation, ça va bien, ça va très bien. On t'a une nouvelle fois dans ces bilans, on t'avait eu l'année dernière, mais pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière ou qui n'avaient pas écouté cet épisode, est-ce que tu veux te présenter ? Vas-y. Ouais, du coup Valentin, donc j'ai la compte Twitter Bucks Nation France depuis 4-5 ans maintenant, je crois, quelque chose comme ça, une dizaine d'années, presque 15 ans à suivre les Bucks, au début un peu de loin, et vraiment quand on a commencé à recruter, à l'époque c'était la draft de Lavonte David et Mike Evans, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à accrocher à la franchise. Voilà, donc on a eu depuis 2020 à peu près, oui, un bon gros run avec des beaux souvenirs en tant que supporter, et en espérant que ça continue comme ça sur les prochaines années aussi. Les matchs chez toi, c'est quelle heure ? C'est genre 8h du mat ? Non, ils sont à 2 ou 3 heures du matin, selon c'est l'heure d'hiver ou d'été. Ah oui, En général, le lundi, j'arrive au boulot, j'ai pas beaucoup dormi. C'est la saison, c'est le pire moment de l'année. T'espères les matchs en prime time du coup ? En prime time, oui, parce que là, c'est 8-9 heures, je le prends avec le café et puis c'est bon. Il n'y a pas de problème, je suis reparti pour la journée. Mais le red zone, c'est compliqué à voir. C'est compliqué. J'imagine. Bon, en tout cas, merci de venir avec nous. Toi, pour ceux qui sont sur YouTube, on peut te voir du coup que tu es directement depuis les tribunes du Raymond James. Exactement. Pour Très un peu bien. plus d'immersion directement et ramener les scoops directement de l'entraînement. Ramener les scoops à la maison. Exactement. Normalement, derrière sa tête, là, il y a le bateau pirate juste derrière ça. Ah non, il est de l'autre côté, il est à sa gauche, il est en bas. Il est juste là, ouais. Le bateau est en bas, là. Tu veux pas nous changer l'angle de la caméra pour nous... Je sais pas si je peux. Il est Non, ça marche pas, c'est que le fond. là-bas. C'est ça. Pas très bon pour faire tour du proprio. L'immobilier, c'est pas mon domaine encore. Ah, bah, Doug, donne des cours. T'as vendu, il n'y a plus. Merde. Dommage. J'ai un studio dans le bateau, justement. Ouais, oh, putain. C'est quelque chose quand même, franchement, quand t'es dans le stade, le bateau, et ça met un essai, ça commence à tirer et tout. Puis il faut savoir que sur le bateau, il y a des mecs déguisés en pirates aussi. Sauf qu'en fait, c'est juste des fans. C'est pas du tout, ils sont payés pour ça. C'est genre, eux, leur place, c'est dans le bateau. Ça, j'ai jamais su. Est-ce que c'est eux qui, parce qu'ils sont déguisés en pirates, on les amène dans le bateau, ou on les amène dans le bateau, donc ils doivent se déguiser en pirates? Ouais, c'est l'espèce dans le contrat, l'abonnement annuel que tu payes. C'est toujours un truc comme ça. Est-ce que quand t'es pédophile, tu passes le BAFA, ou une fois que t'as le BAFA, après tu... Waouh, l'œuf ou la poule, quoi. C'est... Version Ouais, 2. Parti très très vite, très très fort. Ah ouais. 3 minutes. Ça y est, on enregistre dimanche à l'heure où Doug normalement doit faire la sieste, j'imagine. Ça y est, le cerveau est lâché. Manque de sommeil. C'est ça. Ça doit être ça. Ouais, y a un peu ça. Bon, pour cet épisode, on va faire comme d'habitude un récap de la saison 2024. Besoin, free agency, draft et projection sur la saison 2025. Pour la saison 2024, on avait fait un power ranking en début de saison. Vous avez mis vous avez mis au 23e pick, ce qui est sensiblement ce qui s'est passé, puisque vous avez eu le pick 19. 9e, quoi. Donc, ouais, c'est ça, 23, je crois que tu es 9 ou 10. C'est bien. Au final, tu es à peu près dans ces eaux-là. Tu fais 10-7 et tu finis en wildcard contre les Washington Commanders. Doug, est-ce que déjà, avant de donner la main à Valentin, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison, normalement en tant que fan neutre, mais là, toi, tu n'es pas neutre, donc tu peux nous donner ton avis. Et puis, je te demanderai aussi la petite question du match représentatif plus tard, mais amuse-toi. Mais déjà, ce que tu as pensé de la saison. Écoute, déjà, je trouve que cette équipe de Tampa, après le départ de Brady, du coup, maintenant, il y a 2 saisons,
on savait pas trop où est-ce qu'on allait. On savait pas trop où est-ce qu'on allait. On récupère un Mayfield qui venait de vadrouiller un petit peu à droite à gauche. L'année dernière, donc l'année précédente, il fait quand même une belle saison. Et on se dit, ouais, mais bon, c'est Mayfield, à tout moment, ça pète. Et là, cette année encore, il confirme. Et putain, cette équipe, elle est passée d'une équipe de losers, quand même, historiquement, à ça gagne avec Brady. Et maintenant, ça gagne avec Mayfield, mais à l'arrache. C'est une équipe de chiens. Et ça me régale. Toute l'année, ça me régale. Ça lâche rien en défense, même s'il y a eu plus de difficultés cette année, on va en parler, j'imagine. Mais ça lâche rien. Et t'as toujours des figures comme Mike Evans, t'as toujours ce Baker Mayfield qui lâche rien. Cette année, ça vient rajouter Bucky Irving. Et là où on avait cruellement besoin de jeu au sol. Donc, bonne pioche sur la draft de l'année dernière. Et putain, ouais, même, tu vois, je pense qu'on est à notre place. Et je pense que derrière, tu es à 2-3 coups de chat de pouvoir faire mieux, en fait. Sauf que, en fait, tu es à ta place. À la fin de la saison, tu peux pas être déçu. Et tu te dis juste, si tout tourne bien, tu peux faire un run jusqu'au bout. Et je pense qu'en playoff, il n'y a pas grand monde qui a envie de nous jouer non plus. Donc non, moi, je suis plutôt... je fais partie, moi, je suis pas un fan des Packers historiques où ils sont toujours en train de se plaindre de tout. Moi, je fais partie de ces mecs-là où franchement, je me régale quoi qu'il arrive. Et en plus, il y a une mentalité qui vient d'apparaître depuis 2 ans et qui est vraiment géniale. Donc, non, franchement, je me suis régalé cette saison, quoi. Valentin, avant de te donner la main, Doug, tu dis un truc intéressant sur les playoffs où tu as l'occasion d'aller au bout. Moi, je me rappelle, on avait fait un live avec GG juste avant le début des playoffs et je crois que j'avais dit que je voyais les Bucks au Super Bowl. Et parce qu'en fait, c'est le genre d'équipe où si ça tourne bien, tu peux pas les battre. C'est ça. Et il faut que ça tourne bien. Ça s'est pas fait contre les Commanders malheureusement, mais tu te dis que derrière, si tu passes ça, tu te retrouves à jouer. Je sais plus contre qui tu joues derrière. Tu dois jouer les Eagles très probablement. Les Eagles, si franchement, ils se seraient chiés dessus de nous jouer. Et je pense que ouais, ça aurait pu être compliqué effectivement. Et ouais. Donc, mais vas-y. En tout cas, Valentin, toi, comment tu l'as vécu cette saison, sachant que les Eagles, vous les aviez déjà battus en début de saison, 33-16. Peut-être que ça aurait été une manière de les battre une nouvelle fois, mais encore une fois, Valentin, toi, ton avis sans Red Zone et juste avec les matchs en prime time et les résumés YouTube, j'imagine. Non, je suis d'accord avec ce qu'a dit Doug. En fait, c'est vrai que moi, ça fait plus longtemps que je suis fan et je vois la différence en fait entre l'équipe qu'il y avait il y a 10 ans, on va dire, et l'équipe qu'il y a maintenant. C'est pas du tout la même mentalité, c'est pas du tout la même construction d'équipe, la même culture. Et c'est vraiment Baker Mayfield qui la personne de ça, le personnage de ça, il lâche rien. Et c'est ce qui s'est vu cette saison. Un début de saison comme la saison encore avant, donc on est de mémoire à 2-1 et puis après on a un run où on perd 4-5 matchs de suite et ensuite on arrive à raccrocher les rails pour pouvoir justement atteindre les playoffs, enfin gagner la division, atteindre les playoffs. En soi, dans la forme, c'est un peu décevant parce qu'on aurait voulu que cette équipe elle confirme un peu plus. La NFC Sud, c'est pas non plus une division extrêmement difficile, mais les 2 matchs perdus contre les Falcons, c'est dommage, surtout que c'est les 2 seuls bons matchs de Kurt Cousins de la saison. De mémoire contre les Panthers, il n'y a pas non plus une prestation vraiment très rassurante, mais c'est quand même une victoire à la fin. Donc, dans le fond, on est content d'aller en playoff. Dommage, attristé par la défaite Quand même, à Washington. Contre les Panthers, tu as quand même un petit 48-14. C'était pas le deuxième alors? Ou alors je confonds. C'était le deuxième. Mais le premier, ouais, par voilà. contre, c'était 26-23 après prolongation, effectivement. Ouais. C'était ça. Et en fait, même, oui, je soulève un point, c'est qu'il y a beaucoup de matchs qu'on a perdus ou qu'on a joués qui sont terminés en prolongation. Je crois que les Falcons, il y en a un comme ça. Les Chiefs, il y en a un donc contre les Panthers. C'est ça, c'est les trois. On a gagné. Ouais, on a gagné que contre les Panthers. Donc on n'a pas eu la pièce. On n'a pas eu le coin toss qui est venu avec nous, donc forcément aucune chance pour répliquer. Il y a des gros problèmes en défense à cause de ça, qui sont symptomatiques de ça plutôt. Mais voilà, saison qui était dans les attentes. On fait une victoire de plus que la saison d'avant. Mais on aurait voulu que ça aille un peu plus loin en play-off parce qu'il y avait mieux à faire, malgré l'avalanche de blessures qu'on pouvait avoir aussi un peu partout. Yes. Du coup, je vais vous poser la petite question, mais peu importe celui qui a envie de prendre la main en premier. Est-ce qu'il y a un match qui est représentatif pour vous de la saison? Vous vous dites, bah tiens, ça c'est vraiment le match où... quand tu le vois, tu te dis, bah ouais, en fait, c'est logique. Ça peut être une victoire serrée, ça peut être
retournement de situation. Valentin, si tu as quelque chose en tête? Ouais, moi, celui que j'avais en tête, que j'avais noté, c'était la défaite contre les Chiefs. Parce que, comme disait Doug, enfin, comme vous disiez même avant, c'est que les Bucks, depuis 2 ans, on va dire, ils sont dans l'échelon, dans le tiers des bonnes équipes. C'est-à-dire, tu sais qu'elles vont faire 9, 10, 11 victoires toutes les saisons, avec une place en playoff, et peut-être que ça va se passer. Mais l'échelon supérieur, avec les Ravens, les Eagles, les Chiefs, vraiment des équipes, les Bills, des équipes contenders, on n'est pas encore dedans. Et au final, on joue le double tenant en titre. De mémoire, c'était à Kansas City. C'était à Kansas City, ouais. C'était 5 novembre. On manque nos 3 premiers receveurs, Mike Evans, Chris Godwin et Jalen Macmillan ne jouent pas. On a je sais pas combien de blessés en défense. Et on arrive quand même à tirer le match jusqu'en prolongation pour au final se faire ouvrir sur le premier drive en prolongation et au final perdre le match comme ça. Donc ça a été symptomatique du fait que les blessures ont impacté toute la saison, ont impacté tous les choix sportifs, mais en même temps de ça, la mauvaise gestion de Todd Bowles au niveau de son rôle de head coach, c'est-à-dire mauvaise gestion des temps morts. Le dernier touchdown avant d'aller en prolongation, je crois, plutôt que de tenter la conversion à 2 points et de se dire de toute façon c'est déjà un miracle vu l'état de l'équipe de taper les prolongations, autant aller chercher à 2 points la victoire, et si on l'a tant mieux, sinon on aura tout donné. Oui, vrai, mais ça. plutôt que ça, il va chercher la transformation, on va en prolongation, et en 1 minute 30, Mahomes, s'il nous ouvre en 2, il met son touchdown, on ne peut même pas répliquer. Donc ça a été pour moi symptomatique de tout ça. C'est vraiment le match qui montre, ok, on n'a pas assez de profondeur d'effectif sur les postes importants, on a des problèmes, des lacunes en tant que head coach concrètement dans sa gestion du jeu, même si on en reviendra après, mais sur ça, Todd Bowles, ça fait un amende honorable, il a engagé des gens pour prendre ce rôle-là, qui vont l'aider justement à gérer les chronos, à gérer les effectifs, chose qu'il n'arrive pas à faire, mais c'était ça aussi tout le problème après qui a été qu'on a vu le reste de la saison, surtout aussi chez les Commanders, les Commanders n'ont pas punté de tout le match. Il n'y a pas eu un punt de tout le match et c'est dramatique si tu as des vraies ambitions d'aller chercher un Super Bowl, de faire tourner l'équipe comme ça. Ouais, clairement, j'avais choisi le même match, tu vois, donc, et exactement pour les mêmes raisons. Donc, c'est là où tu vois l'expertise des Bucks, quoi, et de la fanbase des Bucks. Voilà, il n'y a rien à rajouter. C'est un professionnalisme inné. C'est incroyable. Je ne vais pas ramener ma non-expertise dans ça et on va pouvoir passer à la suite. Les gars, donc vous aviez moins 3 millions avant de démarrer la free agency. Ah oui. Ça, c'est peu. Il y a eu dû avoir des restructurations et en plus, il y avait des joueurs à re-signer. Donc, moins 3 millions. Vous avez signé, si je prends les 4 recrues les plus chères en valeur d'un point de vue par année, vous avez signé Hassan Reddick, Riley Dixon, le punter, Charlie Heck, le right tackle, et Anthony Walker en linebacker. Ouais, et on a re-signé Chris Godwin. Et oui. Et vous allez pouvoir reparler des re-signatures, en tout cas, mais je parlais surtout des gens qui sont arrivés. Mais voilà, du coup, voilà les 4. Quels étaient pour vous les besoins identifiés avant le début de cette free agency et donc avant la draft également? Doug, peut-être? Tu vois, Valentin, il l'a dit, on n'a pas réussi à faire punter une seule fois les Commanders sur le match de wildcard. Et pour moi, ça c'est vraiment ce qui manque, de mettre de la pression sur le quarterback adverse. C'est d'avoir une ligne offensive. Alors, on a Yaya Diaby, qui est le edge, qui a fait une saison un petit peu encore un cran au-dessus de ce qu'il avait fait jusque-là. Mais quand ton meilleur pass rusher, c'est Yaya Diaby, c'est dur de se projeter plus loin sans avoir de la chatte en playoff. Voilà. Tu vois, il fallait absolument pour moi venir rajouter du monde sur cette ligne offensive. Alors, ça a pris Hassan Reddick qui lui est plus sur l'intérieur de la ligne défensive. Pardon, j'ai dit offensive, je voulais dire défensive. Hassan Reddick est plus à l'intérieur. Et même, on en parlera après sur la draft, on est venu mettre 2 edge, mais ça n'a pas été considéré sur les premiers tours. Donc, pour moi, le besoin, il était vraiment là. Et on va voir, je ne sais pas trop si on a réussi à le combler, quoi. Valentin, tu partages l'expertise de Doug là-dessus? Ouais, c'était ça. C'était vraiment la défense parce qu'on l'a vu qu'il y avait... c'était pas au niveau la saison dernière, il n'y avait pas assez de profondeur d'effectif, puis on manque sur des postes clés en edge, on manque de superstars vraiment. On manque Trey Hendrickson. Moi, j'aurais adoré qu'on trade pour Trey Hendrickson. C'est pas fini. C'est pas fini, mais bon, là quand même, j'ai du mal à voir qu'il le lance aussi tard
Ça aurait été plus s'ils auraient dû le faire, ils l'auraient fait pendant juste avant la draft ou le soir de la draft peut-être. Ouais, je suis pas sûr. Ouais. Je sais pas. Mais voilà, j'aurais bien aimé qu'on aille chercher un joueur comme ça parce qu'on manque de cette présence qui va venir sur le premier rideau directement attaquer la poche adverse. On a, oui, il y a Diaby, mais moi je pense qu'il y a Diaby, c'est un edge 2, un très bon edge 2. C'est très, ça, très exactement. bon edge 2. Mais je sais pas si ça peut être ton Hendrickson, ton Myles Garrett. Il est très bon. Alors toutes les stats avancées sont améliorées la saison passée par rapport à sa saison rookie, sauf les sacs qui ont diminué quasiment de moitié. Il fait plus de pression, il fait plus de hurry, il fait plus de quarterback hit. Mais par contre, les sacs derrière n'ont pas suivi. Donc ça a été un peu dommage et montrant que la saison rookie aussi, il y a eu beaucoup de chance, au bon endroit au bon moment. Donc on va le chercher à Son Reddick, qui a un gros point d'interrogation parce qu'on ne sait pas vraiment où il en est après une saison un peu blanche du côté de Philadelphie. Et le reste, c'est des signatures pour la profondeur, pareil. On garde Godwin, c'est déjà ça, à voir est-ce que sa cheville va tenir, parce que la blessure qu'il a eue n'est pas non plus très rassurante. On va chercher un receveur au premier tour, à voir s'il va justement reprendre son rôle. Mais on va y aller. Pour la free agency, j'aurais bien aimé qu'on fasse un peu plus un gros coup. Je pense que c'est ce qui manque aussi à Jason Light dans son management de l'équipe, c'est aller chercher les gros joueurs. Et ouais, mais quand tu parlais moins de 3 millions, on va chercher des gros joueurs. Il n'y a que l'État français pour continuer à investir alors qu'il est en faillite, quoi. Il y a les Saints aussi. Ouais, les Saints. Ouais, mais c'est la seule équipe française des États-Unis. Il faut pas se poser de questions. Il y a Orléans dans le nom, on rappelle. 200 ans d'histoire partagée encore jusqu'à voilà, nos jours. C'est la culture d'équipe là-bas. Voilà. C'est ça. Après, on a des très très bons dans le front office, on a des très très bons cap gourous qui arrivent à structurer les contrats de manière très intelligente. Pour ça, je me fais pas de soucis. Je sais que s'ils veulent signer quelqu'un, ils trouveront un moyen de le faire. Comme on a pu voir, ils ont réussi. Donc, entre les re-signatures et les signatures, qu'est-ce que vous voyez de très positif en tout cas? Est-ce que pour vous, Godwin, c'est très positif? Oui. Franchement, c'est le genre de joueur que tu préfères l'avoir dans ton équipe que face à toi. Ça, parce qu'il est un petit peu, c'est dingue, mais il est un petit peu effacé par les performances de Mike Evans depuis des années, parce que Mike Evans, ça fait 11 saisons qu'il faisait milliards. Et Godwin, il en avait fait 5 d'affilée, je crois, si je dis pas de conneries. Donc, parce qu'il se fait les croisés, je crois, il y a 2-3 ans. Justement, contre les Saints, où il y a Chauncey Gardner-Johnson qui fait la torpille dans son genou. Et quand il finit là, sur la voiture. Ouais, mais à chaque fois qu'il a joué, il a fait milliard, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ah oui, quand il a fait la saison complète, oui. Donc, tu es toujours content de l'avoir, mais est-ce que ça aurait pas pu être, parce qu'on a vu quand même l'année dernière l'émergence d'un Macmillan qui est pas manchot et qui a fait quand même une belle saison. En receveur 2, ça faisait le taf, quoi. Et en plus, tu vas chercher à la draft tu vas en chercher 2 même, parce qu'en vrai, dernier choix, tu prends Tess Johnson aussi. On va voir les choix. Je laisse la main à Alex, mais est-ce que justement cet argent-là aurait pas pu être réinvesti un petit peu de meilleure manière sur un edge? Bon, écoute, moi je fais partie de ces mecs qui disent je suis en train de parler de mon canapé et quoi qu'il arrive, je dirais toujours que le GM est plus compétent que moi pour prendre ce genre de décision. Donc. Mais quel canapé exceptionnel aussi. C'est vrai, ça c'est du cocktail scandinave, on le voit pas, mais c'est madame qui l'a choisi, ça fait mal. Ça vaut le coup, quoi. Est-ce qu'il a le même que le GM? Je sais pas. Peut-être. Non, clairement pas. Est-ce qu'ils ont un cocktail scandinave à Tampa? Je suis pas sûr. J'ai un doute. Peut-être dans le bateau de pirates. Ils ont récupéré ça peut-être sur les... Parce que si je me décale, on peut le voir peut-être un petit peu plus là par là. Pas encore. Peut-être justement les loges VIP directement. Direct. Sinon, à part Godwin, Valentin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de mettre en avant? Quelqu'un? La re-signature de Kyle Trask, très probablement. Non, je rigole. Oui, exactement, le futur. Il a été élu pire quarterback remplaçant de la NFL quand même. Pire backup j'ai pas vu passer ça. J'ai beaucoup de mal à penser que c'est vrai par contre. Parce que je pense que c'est le Alex Smith, peut-être un Alex Smith du pauvre, mais je pense pas qu'il soit très... Si là, Mayfield se fait un genou pendant un mois, il est pas là, je sais pas si on perdrait tant que ça avec Trask. Vous allez toujours pas le voir, comme à chaque fois. Je sais pas, on l'a jamais vu jouer. Ouais. On l'a jamais vu jouer. C'était Gabbert. J'espère qu'on le verra jamais jouer. Oui. Sinon, ça voudrait dire qu'on perd Mayfield. Ouais, mais à part ça, du coup. À part ça, du coup, pour signature, non, à Son Reddick, j'aime bien le pari.
J'aime bien le pari, c'est un an, je crois que c'est 10 ou 12 millions, quelque chose comme ça. 14 Il et y a- 12 garanties. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc non, il n'y a rien à perdre en fait. Le seul truc qui serait, c'est que je trouve pas ça très cohérent en fait dans la stratégie de construction de l'équipe. C'est un move de on va pour gagner maintenant, mais est-ce qu'on a vraiment l'équipe pour aller gagner maintenant? Est-ce qu'on a vraiment, c'est vraiment, là, pour moi la fenêtre de tir est ouverte. Là, on va passer sur peut-être 1 ou 2 ans ou 3 ans peut-être où si tout se passe bien, on peut viser légitimement un Super Bowl. Mais est-ce que signer Reddick maintenant, c'était vraiment une priorité? Je sais pas. Parce qu'au final, s'il fait une saison pourrie, il ne re-signe pas. S'il fait une saison trop bonne, il ne re-signe pas. Et s'il fait une saison moyenne, on ne re-signe pas parce qu'on a derrière, on a Diaby, on a drafté du monde aussi. Donc la signature en tant que pari est intéressante, la value est bonne, mais je vois pas dans la construction globale de l'équipe comment ça peut s'intégrer en fait. Il peut peut-être avoir ce rôle de mentor pour les deux. Ouais. On en parlera, les deux que vous avez pris au 4e et 5e tour, les deux Edge. Et après, ça, ouais, c'est. Mais comme tu dis, hein, tu as une fenêtre de tir. Elle sera pas dans 2 ans, ça c'est sûr, je pense. Donc autant en profiter maintenant. Le problème, c'est qu'avec le bateau pirate, il faut que la fenêtre soit grosse, quoi, parce que c'est des canons assez costauds. Et il va falloir vraiment se faufiler parce qu'il y a du monde quand même partout. Ça fait quand même pas mal d'équipes qu'on fait où on se dit il y a une fenêtre de tir. Et ouais, vraiment, aujourd'hui, il faut surtout un concours de circonstances. Et puis, il faut surtout qu'on reste à cette place de contender là que personne n'a envie de jouer. Et c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Il ne faut pas non plus qu'on soit trop fort toute l'année, quoi. Après, je sais pas si, par exemple, on était sur un run comme ce qu'avaient fait les Cardinals il y a quelques saisons, où ils avaient gagné 10 ou 11 matchs, les 10 ou 11 premiers matchs, pour au final imploser complètement en fin de saison et en playoff. Avec pareil, la culture qu'on a dans le vestiaire, le coaching staff qu'on a, je sais pas si le vestiaire imploserait de suffisance, ou si justement ils n'arriveraient pas plutôt à garder sur les rails. On a des bons gars, on n'a pas de problématique. Exactement, c'est vraiment ce que tu as dit le mot, il n'y a vraiment aucune suffisance dans cette équipe et moi, on commence à me connaître à force, c'est vraiment ce qui me plaît, quoi. Il n'y a rien de pire, franchement, que tu restes éveillé toute la nuit pour voir ton équipe et là, tu vois des mecs qui n'ont pas envie, tu sais qu'ils sont surpayés, que c'est insupportable, tu as envie de les tarter, tu peux pas parce que d'une, tu es sur ton canapé, de deux, tu fais à peu près 100 pounds de moins que n'importe quel joueur. Donc, non, c'est vraiment. Il n'y a rien de pire pour un supporter, je pense, que d'avoir de la suffisance dans son équipe. Ouais, je viens d'une ville de rugby où, justement, les joueurs qui perdaient les matchs étaient très connus pour aller en discothèque au Cardinal. Certains reconnaîtront. Mais c'était vraiment c'est un des pires sentiments. Mais l'avantage qu'on a, c'est oui, c'est la culture, c'est billet. Hein, Moussarian, quand il est venu, qui a installé ça. D'avoir ce côté, ok, tu déconnes, maintenant tu assumes. Tu sors, tu joues, je veux plus te voir. Et c'est un truc qui est vraiment resté. Je sais pas si c'est plus Todd Bowles ou Jason Light ou même les vétérans qui sont encore là, qui perpétuent la tradition, on va dire. Mais c'est une belle équipe. C'est des, comment dire, elle fait plaisir à suivre. Je pense que quand tu as tonton David qui vient, qui te tape sur l'épaule et qui dit il est jeune, maintenant tu vas te filer. Tu dis oui, la volonté, j'y vais. Oui, monsieur. D'autres côtés positifs de cette free agency? Non, c'est très bien. Si, il y en a un, mais parce que c'est un UDFA. Alors, est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant ou est-ce que tu veux qu'on en parle après? UDFA, on peut en parler après si tu veux. Voilà. On peut en parler plus tard. On en parlera après la draft. Je pense que ça a plus de sens. Côté négatif, est-ce qu'il y a des choses? Des pertes, des signatures un peu bizarres? Tu as parlé un peu de Reddick, mais globalement, je pense que c'est plutôt positif. Mais est-ce qu'il y a des pertes qui vous font où vous vous dites « Ah, c'est dommage ». Pas sur la free agency. Non. C'est l'avantage qu'on a, c'est que le bateau était bien manœuvré. Ouais. Je pense que ça reste globalement très positif. Quand tu regardes un peu les joueurs qu'on signait pour le plus cher ailleurs, c'est votre backup centre, Robert Hainsey, qui est parti aux Jaguars pour suivre votre offensive coordinator. On n'en a pas parlé. Peut-être qu'on peut en parler de Liam Cohen et de Duval, qui est parti du côté de Jacksonville. Est-ce que vous voyez ça comme du positif, du négatif, sachant qu'il était là qu'une saison, il était là que l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Avant, c'était Canales qui est parti aux Panthers. Peut-être Valentin, qu'est-ce que tu penses de ce départ et du remplaçant, que je vais aller chercher le nom d'ailleurs. Remplaçant, il vient de chez toi, il vient un ancien coordinateur à Miami, Josh Grisard, je crois, qui était le manager des troisième tentatives sous Cohen.
Mais non, la perte de Cohen, c'est catastrophique. Sportivement parlant, c'est catastrophique. Je pense que c'est un des tops. Il va s'imposer comme un des top play callers de NFL là, sur les prochaines saisons. C'est pour ça que j'ai drafté Trevor Lawrence et Brian Thomas dans toutes les ligues fantasy que j'ai faites. Sportivement parlant, c'est terrible. Je pense que humainement, ça devrait aller. Il n'a pas l'air, vu comment toute la situation a été déroulée, je pense que ça a été un peu amplifié. Mais vu comment toute la situation s'est déroulée avec, non, je peux pas venir signer mon nouveau contrat à Tampa. Mon fils est malade et en fait, il est dans l'avion privé de Cannes pour aller à Jacksonville City. Ce genre de choses, c'est pas spécialement une grosse perte. Mais ouais, de ce que j'en vois, comment dire, au sein des Bucks, ils en sont assez contents de Josh Grizzard. Ils pensent que c'est un bon offensive play caller, donc plutôt positif. Donc, t'es content du départ de Cohen ou pas du tout? Écoute, la vérité, je vais rien dire parce que ça tombe sous le coup de la loi. Voilà. Très bien, très clair. Ça a été catastrophique. Mais Josh Grizzard, il y a des très bonnes reviews qui viennent de lui pour l'instant, des camps d'entraînement, des plans de jeu. Il était quand même pas mal investi et au final, c'est la première saison depuis qu'il est en NFL que Baker Mayfield va avoir une continuité dans le système de jeu dans lequel il va jouer parce qu'il a eu des coordinateurs offensifs différents à chaque fois. Ça va être la première fois qu'il a vraiment le même système 2 ans de suite. Donc on peut espérer qu'il soit encore meilleur. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir dans quelle équipe Josh Grizzard sera head coach en 2026. Parce qu'apparemment, ça va être la trend pour tous nos offensive coordinateurs qui partent. Donc reste à savoir où c'est qu'il ira lui aussi. Une saison et puis s'en va. Hein. Oui, c'est Baker, c'est Baker. Si c'est Kyle Trask, il restera. L'année dernière, on disait Canales il part, ça va être trop dur, machin. Derrière, t'as Cohen, là il part, on se dit bon. Ouais, mais Cohen, ce qu'il a montré et les résultats qu'il y a eu, parce qu'en termes de points, l'attaque, elle était extraordinaire. Ouais. C'est autant Canales était bon, Cohen était exceptionnel. Et je pense qu'on va plus perdre Cohen Grizzard qu'on a gagné dans Canales Cohen. Tu vois ce que je veux dire? Le delta est trop grand là. Mais ça restera l'attaque est blindée dans tous les cas. Hein. On a 4 top receveurs, une ligne offensive qui est incroyable aussi, un très bon QB et le running back, j'en parle même pas, donc il n'y a pas de raison. Et Cade Otton qui a fait sa saison aussi, parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait du match. On parle du match contre les Chiefs où on n'a pas de receveur. Bah, c'est Cade Otton le meilleur receveur à l'arrivée. Ouais. Donc, quand il y a besoin, il est là, quoi. Ouais, la saison passée, le stretch de 3-4 matchs où Evans et Godwin n'étaient pas là, c'était lui qui était l'atout principal, même devant Irvin. Et je crois que sur le moment, cette période, il est numéro 1 en réception, en yard, en touchdown dans toute la ligue. Même pas juste pour les tight ends, je crois. Ce qui est d'autant plus fort que là, pour le coup, on savait que ça allait jouer sur lui parce qu'il n'y avait que lui. Ouais. Donc, quand tu es attendu et que tu as toute la défense sur toi et que tu arrives quand même à produire, c'est que t'es pas un peintre. Et voilà. C'est que t'es apparemment... C'est que t'es le meilleur tight end depuis Gronkowski, du coup. Il est là, le Gronk. Il était là. Et même après, Grizzard, avec son nouveau schéma de jeu, apparemment implémenterait plus de formation avec 2 tight ends, donc potentiellement plus d'opportunités pour lui de briller. Alors, si on a 4 receveurs, 2 tight ends, il va falloir m'expliquer comment on joue à force. Tu joues avec 3 offensive linemen. Ah, d'accord. C'est une flag, en fait. C'est comment il s'appelle? C'est ton Graham Barton. Barton, il fait 2 rôles. Wirfs et Cody Mosh. Et on met que. Mais bon. C'est un peu les techniques Total Football au soccer, où tu mets 2 défenseurs et que des attaquants. Voilà, c'est pareil. Et t'espères que ça lance vite. Bon, je pense que c'est bon sur la partie free agency, du coup. Ouais. Vous avez tout de même perdu Chase Edmonds, grosse perte. Il avait joué 0% des snaps l'année dernière. Grosse tristesse. Il s'est flingué de genou au camp d'entraînement, on l'a jamais revu. Eh bien, paix à son genou. Passons à la draft, si ça vous va, sauf si Doug, tu as quelque chose à rajouter avant qu'on y passe. Non, très bien. Très bien. Donc, vous aviez 6 picks, en tout cas, vous avez piqué 6 fois. Au premier tour, avec le pick 19, vous avez pris Emeka Egbuka, receveur d'Ohio State. Au deuxième tour, avec le pick 53, Benjamin Morrison, cornerback de Notre-Dame. Avec le pick 84 au troisième tour, Jacob Parrish, un autre cornerback de Kansas State. Pick 4, round 4, pick 121, David Walker, edge de Central Arkansas. 5e tour, pick 157, Elijah Roberts, edge de SMU. Et au 7e tour, donc tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure avec le pick 235, Tess Johnson, receveur d'Oregon. Voilà pour la draft. Vous avez pris 3 fois une paire. Donc 2 receveurs, 2 corners, 2 edge. Dans notre petite évaluation de la draft,
Alex et PA l'ont noté en tier S, donc les vainqueurs de la draft. Est-ce que vous partagez déjà ce sentiment? D'où peut-être d'abord? Ben écoute, c'est pas ce à quoi on s'attendait, c'est toujours pareil. Sauf que là où je suis content, c'est en fait, je préfère soit tu vas vraiment chercher un need, soit tu fais force sur force. Et à l'arrivée, ils ont fait force sur force. Et après, ils sont allés chercher un need et 2 needs même. Donc, et apparemment, de ce qu'on lit, alors heureusement, on a eu PA et Alexandre qui nous ont fait des magnifiques épisodes sur la draft. Et eux sont très contents parce qu'au niveau de la value, chaque joueur a été pick mieux que ce qu'on attendait, quoi. Donc, confiance là-dessus. On est allé chercher un receveur de plus avec Buka. Je pense que c'est pas une mauvaise idée parce que Mike Evans n'est pas éternel et apparemment c'est quand même un joueur assez costaud. Tu viens prendre Tess Johnson pour jouer, j'imagine, plutôt dans le slot vu son Enfin, non, je sais même pas où est-ce qu'ils vont le faire jouer, mais apparemment Ça a été triplé. Ouais. C'est avec les screens, les reverse. Les reverse, ces choses comme ça, ouais. Les retourneurs aussi. Il fait 1m78 pour Ouais. ceux qui ne connaissent pas le gabarit. Ouais, 1m78 pour 74 kilos, un truc comme ça. Donc, non, à voir. 70. Ah, tu vois, t'imagines, 70 kilos. T'imagines, je suis plus lourd que lui. C'est dire, hein, putain. Ah oui. Non, et après, les deux edge, c'était un besoin, tu viens en prendre 2. T'espères qu'il y en a un des deux qui va exploser. Mais tu vois, par contre, s'ils étaient venus prendre 2 cornerbacks puis 2 edge, j'aurais été encore plus satisfait. Là, ils ont fait... Enfin, s'ils avaient inversé, pardon. Là, ils ont pris 2 cornerbacks et après 2 edge. S'ils avaient pris 2 edge puis 2 cornerbacks, j'aurais été encore plus satisfait. Parce que pour moi, c'était un besoin plus prégnant que ça. Que tu prennes Ekbuka parce qu'il est au premier tour et qu'il est dispo et que pour toi, c'est le meilleur joueur disponible à ce moment-là, pourquoi pas. Derrière, putain, il restait encore du monde un petit peu quand même au niveau des edge. Et ouais, j'aurais préféré qu'avec le pick 21 en plus, putain, ouais, non. Deuxième tour 21, ah non, c'est pas le pick 21, je dis de la merde. Mais ouais, bon, voilà. Mais sinon, oui, pour moi, c'est positif, je pense, comme draft. On s'est renforcé. Valentin? Ouais, je suis globalement d'accord. Je sais par contre quand j'avais vu la draft de Emeka Egbuka, au moment même, j'étais fou. J'étais fou parce que je comprenais pas pourquoi on prenait lui plutôt que... Moi, mon chouchou, c'était Donovan Ezeraku, le edge de Boston College. Je le voulais absolument. C'est celui qui était le plus prêt techniquement. Qui est parti au Cowboy. Ouais, qui est parti au Cowboy au milieu de deuxième tour. Je voulais même qu'on trade up au deuxième tour pour aller le chercher. Je le voulais absolument à Tampa. J'étais fou de ce que j'avais vu de ce joueur. Et en rétrospective, en y réfléchissant, je me suis dit, si on a déjà 3 très bons receveurs et qu'on en prend un 4e au premier tour de la draft, c'est que le front office a vu quelque chose dans ce gamin que nous, on voit pas. Et une manière de l'utiliser et que pour eux, c'était un joueur top 5, top 10 sur leur board. Donc en soi, la value est là. Benjamin Morrison, après, le cornerback de Notre-Dame, beaucoup disaient que c'était un premier tour, juste il avait eu des problèmes à la hanche, qu'il avait fait tomber pas mal. Là, il a commencé à s'entraîner, sans trop de séquelles apparemment, donc en espérant qu'il n'y ait pas de soucis. Et après, oui, pour le reste, c'est de la value. Moi, j'aime beaucoup aussi David Walker, le edge, donc on a pris 4e tour. Il fait beaucoup penser à Shaq Barrett dans son style de jeu un peu undersize, un peu très vif, un très bon timing sur les phases de pass rush, j'aime beaucoup. Et pareil, il fait très bonne impression au camp, donc en espérant que ça se développe. Et derrière, oui, il y a Tess Johnson qui va avoir un peu le rôle pour les connaisseurs de Rakim Jarrett, qui était dans l'équipe jusqu'à l'année dernière ou il y a 2 ans. Où ça va être sur les rivers, sur les screens, peut-être en jeu de course et aussi surtout sur les phases de retour, où il a déjà dit qu'il voulait avoir le boulot en tant que retourneur. Donc c'est de la value. Il fait l'équipe, tant mieux. C'est le joueur le plus léger de l'histoire à être drafté ou même le joueur le plus léger de l'histoire tout court. Et après, on a pris le joueur le plus lourd de l'histoire aussi. Donc à eux deux, ça fait un joueur moyen. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, je pense aussi. Ouais. D'ailleurs, on peut en parler de lui. Du coup, c'est le DL de Florida. Du coup, je l'avais vu, moi, sur le terrain. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est ce monstre?
même pendant l'échauffement et tout. Et ils le prennent. J'ai pas compris qu'il soit pas drafté. Parce que, en plus, c'est un joueur que tu peux utiliser sur les tentatives courtes. En fait, pour vous dire, Desmond Watson, donc c'est le gars qui a été pris UDFA. Nous, on a déjà Vita Vea qui est quand même un beau bébé. Ben, Vita Vea, il pèse 157 kilos. Enfin, il est annoncé à 157 kilos. Je pense que c'est hors taxe. Eh ben, Mais je pense je pense qu'il a perdu, justement, par Ouais. rapport à ses hémorroïdes. Il avait dit avoir perdu parce qu'il se sentait un peu plus vieux et qu'il voulait perdre du poids, ce qu'il avait dit en interview apparemment. C'est vrai que par rapport à quelques années, il a perdu. Donc là, il est annoncé à 157. L'autre, il est annoncé à 200. On se rend compte de ce que c'est 200 kilos. Ouais, Est-ce voilà. qu'il Et faudra- il est vif. Il est vif parce qu'un gars qui fait 200 kilos, qui est sur son canapé à s'enquiller un bucket de KFC, ok. Mais là, le mec, tu vois les entraînements, en plus, ça bouge. Là, il fait les OTA, ça bouge vraiment. Et quand il jouait avec Florida, du coup, que je suivais, les Gators, sur le run-stop, genre, t'avais l'impression quand t'as ton petit cousin que t'as pas vu depuis très longtemps et qui te court dans les bras avant le baptême, tu vois. Il attrapait les gens comme ça, il les soulevait. Donc, à voir Un qu'est-ce beau que ça bébé. va donner, qu'est-ce que ça va donner à NFL. Est-ce qu'il va être aussi dominant? Mais s'ils arrivent à le faire, s'ils arrivent à bien l'utiliser, une ligne avec Vita Vea et lui, mais c'est un mur avec des C'est Chines. c'est la mesure anti-touche-push. Il a été recruté que pour ça. Ils se sont dit, Ouais. quatrième quart-temps, match de playoff pour les Eagles pour aller au Super Bowl directement, 4e et 1 pour le touchdown. J'ai On met su- Vita et Deshaun Watson, pas Deshaun Watson, qu'est-ce que je dis Vita Vea et Watson. Et la ligne offensive des Eagles doit renverser une Clio 2 pour pouvoir avoir le first down. J'espère c'est que Desmond exactement Watson, ça. il arrive comme Frankie Louvou. T'imagines s'il arrive comme Frankie Louvou contre le Il touche-pouce, saute. quand il Ouais, sautait et- comme Superman, là, Oui, mais là, Mais il faut qu'il y ait c'est quelqu'un meurtrier, qui lui là. fasse un tremplin. c'est un meurtre. Ouais. Tu sais, C'est sûr que du soleil. c'est un cartoon quand t'as Coyote qui fait tomber les pierres sur Bip Bip, quoi. C'est là derrière, non, c'est inarrêtable. Pauvre Jalen Hurts n'aura aucune chance. S'il s'en sort vivant, ce sera un miracle. Il y a 450 kilos de lard à retourner pour avoir son first down, c'est impossible. Non, on se rend pas compte, je pense, 200 kilos, c'est vraiment abusé. Mais pareil, hein, j'ai vu qu'il avait régime, il avait perdu déjà, je crois, 20 kilos ou un truc comme ça, hein, depuis qu'il Oui. avait été drafté. Il mange que 3 poulets par jour maintenant. C'est l'obélisque local, C'est ça. directement nourri au sanglier. Ouais. Putain. Non, et en plus, et du coup, je comprends pas trop pourquoi vraiment il est passé sous les radars, personne l'a pris. C'est le poids. Hein. Je pense qu'il se dit il y a un trop gros travail à faire pour le mettre en forme. Il pourra jamais jouer plus que 15 snaps par match. Et après, techniquement, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Mais je sais pas si certaines équipes sont pas justices. C'est un trop gros projet. On n'a pas le temps pour le développer. C'est le gros projet. Je pense qu'il y avait des critères de filtre, tu sais, des filtres de poids qui allaient jusqu'à 450 pounds. Ils se sont dit, il n'y aura pas au-dessus. Et du coup, il n'était pas dans les critères. Ils l'ont pas vu. Il n'était pas dans la liste. Il Il n'a jamais été dans le mock draft simulator. Ils l'ont jamais vu. Comme quand tu achètes des voitures sur la centrale, ça va jusqu'à 1 million, tu vois, ou des conneries comme ça. Bah, lui, c'était pareil, en fait. Il était au-dessus du range. Donc, tu peux rien faire. Ouais. Bah écoute, il a pas déménagé de beaucoup. Avec Gainesville-Tampa, il n'y a même pas une heure de route. C'est l'avantage. Est-ce qu'il Mais déménage? justement, Il a roulé, du coup, d'ailleurs, j'espère de qu'il là-bas. fera Ça descend un peu. directement. Le problème, c'est qu'il a failli finir sur la plage. On l'a failli le retrouver à Cuba. Il a pris un peu trop d'élan. Cannonball, tsunami. Ouais, non, donc ouais, draft positive et quand même, surtout en plus du coup avec cet ajout sur la ligne défensive, pour moi, on va voir ce que ça donne. Et aussi en UDFA, il y a linebacker de Nebraska dont j'ai complètement oublié le nom, qui pareil qui a fait des bons camps. Ils ont l'air d'avoir plutôt bien apprécié ce qu'ils ont vu de lui. Donc dernier linebacker de Nebraska qu'on avait choisi, c'était Lavonte David. Ça nous a plutôt bien réussi. Et on va voir si justement Macher. Je pense, oui. Je pense que c'était lui. Apparemment, il fait très bonne impression aussi. On va voir s'il va pouvoir rester comme ça tout l'été.
se faire une petite plate, parce qu'au final, linebacker intérieur, ça on n'en a pas parlé, mais c'était un gros point d'interrogation. Gros point faible la saison dernière, avec KJ Britt qui du coup est parti chez Miami. Et on n'a rien recruté dessus, à part Anthony Walker, donc de Miami aussi. Est-ce qu'il va pouvoir justement rentrer en linebacker 4, jouer en special team d'abord? Pourquoi pas? Non, tu parles de John Bullock, le linebacker. J'ai complètement oublié le nom. Je sais juste qu'il est de Nebraska. Ouais, de Nebraska. Ils ont pris 2 joueurs de Nebraska et le linebacker, c'est John Bullock. Donc, à voir. En linebacker 3 ou 4, probablement plus 4, sur les phases de special team, derrière Dennis et Walker, pourquoi pas. Top. Autre chose à rajouter sur la draft? Non, propre. Hein. Avant de passer au calendrier 2025, est-ce que pour vous, tous les besoins ou la plupart ont été comblés pendant cette intersaison? Valentin, je te laisse commencer. Ouais, c'était une intersaison, je trouve, très complète. Au final, on avait besoin de quoi? On avait besoin de profondeur, et on avait besoin, sur des postes clés, notamment cornerback et receveur, on avait besoin aussi de développer des nouveaux joueurs sur les postes aussi importants en défense, en edge et en lineman intérieur. En l'occurrence, Elijah Roberts, qui avait été drafté en tant que edge, je pense qu'il jouera plutôt à l'intérieur, un peu remplacer ce que faisait Logan Hall ou William Goldstone, avec un profil un peu plus brut. Mais on récupère des joueurs qui vont participer directement, qu'on va développer. C'est la stratégie que Tampa a fait, que Jason Light a fait depuis maintenant plusieurs années. C'est des bons joueurs, c'est de la value, comme disait Doug. Il y a de la value à tous les niveaux. Donc, non, très, très satisfait des choix qui ont été faits. Doug? Écoute, oui, moi aussi, je suis satisfait. Et puis, comme j'ai dit, je fais confiance. Donc à l'arrivée, je suis content. Et on a la chance, comme tu l'as dit, qu'on avait besoin de profondeur. Ça veut dire déjà que ton équipe, elle est déjà très, très bien construite. Et c'est beaucoup plus facile de réussir son intersaison quand tu as besoin de profondeur et de quelques petites touches que quand tu dois tout faire. On ne sera jamais d'accord sur par où on attaque. Est-ce qu'on attaque par les lignes ou est-ce qu'on vient directement prendre un QB? Est-ce qu'on vient machin? Là, pour le coup, on est plutôt dans une position favorable. Donc, non, clairement, on est venu rajouter cette profondeur. On l'a vu en rajoutant 2 joueurs à chaque fois. Et en plus, avec des values intéressantes, que ça soit, et puis de l'expérience avec Hassan Reddick. Donc, non, pour moi, tu ressors de cette intersaison meilleur que à la fin de saison l'année dernière. Ça, pour moi, c'est indéniable. Ouais, clairement. Eh bien, dans ce cas, on va voir le calendrier. On va voir le calendrier pour la saison prochaine et voir ce que ça donne et pouvoir en discuter. En pré-saison, vous jouez les Titans, les Steelers et les Bills. Ensuite, le début de la saison, vous avez une bye week en semaine 9. Et avant ça, c'est Falcons, Texans, Jets, Eagles, Seahawks, Niners, Lions, Saints. Et après la bye week, Patriots, Bills, Rams, Cardinals, Saints, Falcons, Panthers, Dolphins, Panthers. Avec un petit enchaînement de 3 matchs à l'extérieur juste après Thanksgiving. 3 matchs à domicile, pardon, juste après Thanksgiving. On va se laisser calculer un petit peu, mais quand vous voyez déjà ce calendrier, qu'est-ce que vous en pensez? Le compte est bon. Valentin, ça y est, on voit ton bateau de pirate enfin. Ouais, c'est bon. Ah bah tu vois, au final, ils l'ont mis de l'autre côté. Vas-y, Doug, toi, du coup, tu t'imagines à peu près combien en victoire? Moi, là, en étant, tu vois, sur des coin toss de temps en temps, moi, je suis à 11 aujourd'hui. La chance qu'on a, c'est qu'on joue quand même une division de peintres en bâtiment, quoi. Parce que bon, les Falcons, ça restera les Falcons. Les Saints, il y a franchement Kyle Trash serait titulaire là-bas. Donc Oui. les Saints et les Panthers, on ne sait pas trop. Ils finissent mieux la saison, mais bon, ça part de loin aussi. Donc pour moi, on est largement devant sur la division. Et après, tu croises avec des équipes. Pareil, tu vois, les Texans, tu sais pas trop lesquels Texans tu vas jouer. Les Jets, pour moi, ça me semble tapable. Les Seahawks aussi. Les Niners, c'est pareil, ça se joue. Malheureusement pour PA, New England Patriots. Tu vois, tu as que les Rams qui, pour moi, sont le gros morceau avec les Lions et les Eagles. Mais sinon, en dehors de ces 3 matchs-là, allez, les Bills, on rajoute. Les Bills, quand même. Ouais. Eagles, Bills, Lions et Rams,
tous les autres, tu peux les taper en vrai. Et même les Rams sur un match, je mets peut-être trop de. Tu les joues à l'extérieur et à la suite. C'est peut-être Et là aussi où ça peut être compliqué. voilà, et je mets peut-être beaucoup de crédit à McVay, mais en dehors de ces quatre-là, tous les autres, tu peux les gagner. Alors du coup, allez, en dehors des 3 Eagles, Lions et Bills, où tu te dis c'est chaud, tous les autres, tu peux les gagner. Ouais, t'as les Niners aussi qui peuvent être compliqués. On verra comment s'ils arrivent à se relever après leur saison de cette année. Mais ouais, sinon ça reste. T'as l'avantage de quand tu joues quand t'es dans la NFC Sud, déjà, t'as 6 matchs qui sont relativement simples. Tu croises avec la FC Est et avec la NFC Ouest. Donc c'est pas non plus très compliqué comme division en ce moment. C'est pas la NFC Ouest, on a connu, hein, c'était dur, beaucoup plus dur il y a 2 ans peut-être. Oui, Là, tu peux t'en sortir avec des équipes un peu vieillissantes ou qui sont comment dire, affaiblies cette saison. Ça, ouais, et calendrier. après, sans te sympa. manquer de respect à toi, c'est pareil. Les Ah non, Dolphins, c'est à la cata, fin hein. de saison, tu vois. Ouais, c'est cata. Si à la fin de 28 saison, tu vois, t'es décembre. à 6, tu peux faire un 6-0 à la fin. Après, les Panthers, on en les joue 2 fois sur les 3 dernières semaines. Les Panthers, la saison dernière, ils ont fini en puissance un petit peu quand même. Je vais être honnête, moi, des 3 équipes en division, les Panthers, celle que je crains un peu plus. Ouais, Parce que je bon, pense on est que d'accord. Canales est le meilleur coach des 3. Et je pense qu'il va mieux tenir son équipe. Et justement, en fin de saison, ils seront vraiment pas bons à jouer. Et je serais pas étonné qu'on fasse un partout, qu'on en lâche un aux Panthers. C'est possible, hein. Après, la chance qu'on a, c'est que le dernier, c'est chez nous, quand même. Et sur les matchs à domicile, on joue aucune équipe de playoff l'année dernière non plus. Donc ça, c'est plutôt... Ah si, il y avait les Eagles. Tu joues les Eagles quand même, ouais. Donc, c'est un calendrier qui est compliqué, je pense, parce qu'on n'a pas de stretch de match trop facile où on peut prendre un rythme, en fait, comme on a eu la saison dernière, où on avait 3-4 matchs où c'était quasiment des victoires assurées, où justement on peut prendre en confiance en fin de saison. Là, on a toujours au moins un gros opposant qui vient toutes les 2 ou 3 semaines. Ça peut être un peu compliqué aussi pour le moral, mais au moins, ça reste, les joueurs doivent rester concentrés. T'es pas du tout à l'abri de faire la même saison que la saison dernière où tu galères un peu en début et que fin de saison, ton calendrier se devient très simple à partir de début décembre, enfin fin novembre, début décembre, et là tu te qualifies en playoff parce que t'as pas le choix et que chaque match c'est un peu une finale. Mais il est pas Moi, dur je au début. vois- Il est Non, pas il est dur pas- au début. Il Tu est prends pas dur, Falcons, mais tu Texans, peux. Jets, tu peux faire 3-0. Ouais, bien sûr. Tu peux faire 3-0, mais tu peux aussi Les faire Eagles, ça 2-1. fait 2 ans qu'on les tape aussi. Hein. Oui, Regarde, je vais te dire le scénario de la saison. Tu fais 3-0, derrière, t'en perds 4. Tu vois. Tu peux perdre Eagles, Seahawks, ça te met le chaud dans la tête. Tu perds Niners, tu perds Lions. D'ailleurs, tu gagnes juste avant la bye qui sauve le cul de Todd Bowles parce qu'au bout d'un moment, les gens, le front office va en avoir marre qu'il fasse ça. Mais il se sauve avec les Saints. Derrière, tu regagnes les New England. Tu perds Bills et après, tu gagnes tout. donc tu finirais en 12-5. Ouais, voilà. Moi, je suis en 11-6 dans mes calculs parce que je vois un match sur 2 comme Valentin pour les Panthers. Donc, On peut le clip, même ça. dans le meilleur cas, ça peut monter jusqu'à Relève. 13, hein, je pense. 47 minutes, GG. Tu peux le clip, je t'ai donné toute la saison. on a de la chance. Mais j'espère que ça sera un peu comme ça. Nostradamus. Donc ouais, toi Valentin, pronostic chiffré, tu dirais quoi? Moi, je dirais entre 11 et 13. Ok. Entre 11 et 13 avec le Delta on va forcément, je pense, avec les Panthers ou les Falcons, au moins faire un partout. Et je pense qu'il y aura toujours un match facile qu'on risque de perdre. Typiquement New England, je pense, après la bye, ça peut être gros match piège. Tu reviens d'une semaine de vacances, une équipe qui est en reconstruction, un peu sur le papier un peu plus facile, tu te prépares pas aussi bien. Et derrière, ils peuvent justement être un peu plus motivés et mettre des points. Ouais. C'est ce genre de choses qui peuvent pourraient me faire un peu peur. Après, oui, globalement, je pense qu'on a une meilleure équipe que beaucoup sur le tableau. Typiquement, même les Rams. Hein. Je vois les Bucks devant les Rams intrinsèquement. Donc, mais on ne sait jamais, en NFL, tout peut se passer. Et même Val, tu sais, quand on dit, tout à l'heure, je disais, ouais, tu as 4 équipes qui sont au-dessus, les 3, on va dire Eagles, Lions et Bills. Tu es au coude à coude avec ces mecs-là. Donc, si tu peux faire
Je pense pas que tu peux faire 3-0. Je pense pas que tu peux pas gagner. Pour moi, je ne vois pas gagner les 3. Mais tu peux faire du 2-1, du 1-2 ou Du tous 0-3 les perdre. aussi. Ouais. Ouais. Tu vois. Ça, Mais- ça Ouais, Doug, non. merci pour cette analyse. Non, mais je... On peut faire mais tous les c'est- scores face à ces équipes. Non, j'ai dit, L'important, tu feras c'est pas- l'essentiel. Tu feras pas 3-0. Mais non, mais tu Mm. vois ce que je veux dire. Si ces matchs-là, tu les gagnes, personne ne sera surpris non plus. Non, mais pareil, saison dernière, on les a déjà joués. On a eu les Eagles, on a eu les Lions et on a perdu aux Bills. Donc, c'est des matchs où on est dans l'échelon supérieur des équipes de la Ligue, je pense, en toute modestie. Ça, c'est des matchs que si tu veux être pris au sérieux, il faut aller jouer. Il faut aller les jouer et si tu perds, tu dois les perdre de manière convaincante. Pas juste ce qu'on a fait la saison dernière avec les Ravens, où on s'est pris 45-0 et puis au troisième quart-temps, c'était déjà fini. Comme T'as pas le choix. Comme dirait Eric Cantona, je ne joue pas contre une équipe en particulier. Je joue pour me battre contre l'idée de perdre. Voilà. Voilà. Ça, c'est beau. C'est Ça mieux va, tu avec, peux le avec l'accent. Vas-y, Mais- tu peux la faire. Non, c'est vrai, je sais pas imiter Eric Cantona. Mais il est très bon, de toute façon, Canto. Très grand orateur. Du coup, vous jouez quand même contre les Texans en prime time le lundi. Donc, ça te fera un match que tu pourras regarder le 15 septembre. Enfin, le 16, du coup, à ton réveil, Valentin. Vous jouez aussi en prime time contre les Lions. Vous jouez en prime time contre les Rams. Et vous jouez en prime time contre les Falcons en Thursday night. Donc, vous avez quand même 4 matchs à des Pas heures mal. respectables. Et 2-3 matchs, il me semble, en deuxième partie de Red Zone. Voilà, il y aura l'occasion de vous voir. Et en plus, dans des matchs qui sont assez sympathiques. Non, ça promet une belle saison. Au moins, j'espère qu'elle se passera mieux, comme tu disais, Doug, qu'il n'y aura pas l'espèce d'entre-deux au milieu, mais ça peut bien se passer. Plus qu'à espérer ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à la fin de cet épisode Vas-y, Valentin, si tu as quelque chose. Non. Très Rien de spécialement, Go Bucks. Go Bucks. Doug, Merci. un élément sur la saison ou... C'est un très beau mot de la fin, Go Bucks. Voilà. Franchement, on a été rapide, concis, mais en même temps, on était d'accord tout le long. Donc c'est plus C'est facile. Il n'y a pas eu d'argumentaire, on le sait, on connaît. Vous êtes bien. C'est Ah si, facile, juste- ça. Hein. Une chose, pronostic, pareil, du coup 50 minutes, tu peux le noter, il y a un pronostic, une rumeur urbaine qui sort, que le match avec le maillot rétro serait contre les Seahawks, et que les Seahawks joueraient eux-mêmes leur maillot rétro, parce que les deux équipes font leurs 50 ans cette saison. Sympa. C'est quoi, du coup, le maillot rétro? Ça va être le orange? Et je crois que cette année, ils feraient le blanc, orange, le orange, mais en extérieur. D'accord. Très, très beau, quand même. Très, On très a quand même une identité visuelle qui est incroyable du côté de Tampa, quoi. Et Oui. Book, Bruce, etc., c'est quand même quelque chose. Et je suis juste déprimé toutes les saisons qui n'utilisent plus le maillot que tu as, le full pewter. Il est beau, celui-là. L'espèce de éteint, il est magnifique. C'est vraiment le plus beau des trois qu'on a. Et ils le mettent plus du tout et je suis dégoûté à chaque fois. Non, je l'ai comme ça et j'ai celui de Brady aussi comme ça. Mhm. Et j'ai le Brady blanc de la finale avec lequel je me suis marié, pour vous dire. Donc, photo à la Il fallait envoyer un message directement à Tom et lui dire est-ce que tu peux passer au moins pour le vin d'honneur. Et je fais honneur. J'y envoie des messages régulièrement pour l'inviter sur le podcast, etc. Il ne me répond pas. Voilà, c'est dommage. Au moins, t'essayes. Avant, on aurait pu dire que c'était la faute à Gisèle, mais là, on sait plus la faute de qui. Non. C'est- Il lit pas ses messages, c'est tout. Et pourtant, il était en France, hein, il est allé voir la finale. Enfin, ou du moins, il était en Europe. Il est allé voir la Ligue des Champions. Il était à Amsterdam et après, il est allé voir la Ligue des Champions, ouais, effectivement. À Munich. À München. Yes. Bon, Valentin, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cet épisode. Yes, mais toujours avec plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. On rappelle qu'on peut te suivre @BucksFrance sur Twitter et où Yes. on peut suivre toutes tes actualités et surtout toutes les actualités des Buccaneers en français. Doug, on peut te retrouver sur le podcast et sur le Discord surtout, où tu es le bout en train. Où je sévis. Où tu... On est assez content. Ouais. En tout cas, donc voilà, rejoignez-nous dans le Discord, le lien est dans la description et vous avez aussi tous les liens, c'est @ le front office, que ce soit sur X, Instagram, YouTube ou Twitch, qui sont les plateformes les plus importantes pour nous.
Si vous pouvez nous mettre juste un petit j'aime ou un j'aime sur la vidéo également, ça nous fera plaisir. Et il y a un sondage à partir même depuis le début maintenant, on les a mis rétroactivement. Comment est-ce que vous jugeriez cette phase d'intersaison sur des Bucks? Donc on va de parfait à pitoyable. Donc vous avez le petit sondage si vous êtes sur Spotify. Ah vous ouais pouvez répondre. Et ouais. Je vais aller voir ça. Et oui, et oui, C'est et le oui. futur. C'est le futur. C'est exactement ça. Après, c'est que sur Spotify. mais Il y a une montée en compétences, c'est incroyable. c'est fou, hein. On découvre des choses en fait. On appuie sur des boutons et Sauf ça quand les marche. mecs respectent pas la DA. Mais sinon, il y a une montée en compétences. C'est c'est ça. Sinon, ça marche nickel. Merci à tous les deux en tout cas. Je vais pas dire Go Bucks, je vous le laisse. Et on se retrouvera demain pour un nouvel épisode. Ce sera ce sera sur les Denver Broncos avec Prince qu'on avait déjà eu sur l'année dernière. Donc on pourra parler de l'intersaison de la franchise de Denver avec du coup Alexandre qui nous rejoindra également pour faire cet épisode. En attendant, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou bonne soirée et vive le football.